Salut à tous, bienvenue dans le texte. Vous êtes sur le site d'Arrêt sur Image ou sur la chaîne arrêtsurimage.tv sur le canal 94 de la Freebox. Je suis très heureuse et je crois savoir que vous êtes un certain nombre, vous aussi, à être très heureux que nous recevions aujourd'hui Frédéric Lordon. Bonjour. C'est gentil d'être accueilli comme ça. N'est-ce pas? Bienvenue, je crois que vous êtes assez attendu et entendu par ici. Alors Frédéric Lordon, je vous présente quand même un petit peu. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, collaborateur régulier du Monde diplomatique. On peut dire ça. On peut dire ça. Auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, La crise de trop, est paru chez Fayard en 2009. Et vous publiez en cette rentrée Capitalisme, désir et servitude aux éditions de La Fabrique, que nous connaissons un peu par ici. Ouvrage qui reprend la question du modèle capitaliste sur le mode de mais pourquoi ça marche, et surtout comment ça marche, à quoi ça carbure. Alors l'ouvrage y répond en partant un peu d'une espèce d'étonnement faussement candide. Vous démarrez le texte en vous étonnant que le capitalisme, pourtant très étonnant, n'étonne plus personne. Alors, ce qui peut étonner, quand on prend votre texte en main, c'est plutôt ce drôle d'attelage qui figure en sous-titre. Sous capitalisme, et désir et servitude, il y a cet attelage Marx, ce qui est assez attendu. Bon, dans un bouquin qu'on suppose être plutôt en rapport avec des questions économiques, mais il y a aussi Spinoza, philosophe néerlandais du XVIIe siècle, qu'on ne savait pas faire référence chez les économistes. Alors, c'est ça d'abord la petite question qui nous assaille, c'est est-ce que l'économie a donc besoin de philosopher et de philosopher avec Spinoza? Moi, j'en suis persuadé. C'est pour ça que je me lance dans cette aventure bizarre. Quand vous disiez qu'on ne savait pas que Spinoza faisait référence chez les économistes, la vérité est qu'il ne fait pas référence chez les économistes. Oui. C'est-à-dire que les économistes ignorent et se moquent de Spinoza comme ils ignorent et se moquent de la philosophie en général. Et on pourrait même aller plus loin, comme ils ignorent et se moquent des autres sciences sociales. Parce que leur rêve secret, leur fantasme caché, encore même pas, c'est de construire une science économique vraiment scientifique, et une science économique pure. C'est-à-dire qu'ils sont un peu gênés de se retrouver mélangés avec les autres sciences sociales. Oui. Il y a quand même des manants là-dedans, il y a des historiens, il y a des sociologues, des psychologues, des anthropologues. Tout ça, c'est de la science molle. Je veux dire. Et la science économique souffre d'être classée parmi les sciences molles, voudrait être la plus dure des sciences molles, et son rêve secret, c'est d'être une espèce de physique des marchés ou de trucs dans ce goût-là. Bon, alors pour moi, le drame épistémologique absolu de l'économie, en tout cas dans sa variante orthodoxe, parce que l'économie c'est divers aussi, vient de cette ignorance, mais par principe et par définition presque, enfin délibérée, des autres sciences sociales avec lesquelles normalement on devrait travailler constamment. Mais alors vous, pourquoi vous en avez besoin de Spinoza? Et même, on voit en quatrième de couverture que vous êtes favorable au développement d'une économie politique spinoziste. C'est-à-dire que là, on a vraiment besoin de spinozisme dans l'économie. Vous avez l'air de militer pour un truc fort, là. Oui, alors on en a besoin, c'est beaucoup dire. Moi, j'en ai besoin, enfin, j'en éprouve le besoin. Là, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Je veux dire, sur d'abord, pourquoi aller du côté de la philosophie, et puis après, pourquoi aller vers celle de Spinoza en particulier. On pourrait prolonger la discussion qu'on vient d'esquisser à l'instant. C'est-à-dire économie, sciences, mais de quel type? Et les sciences sociales, scientifiques à quel titre? Les historiens, eux, il y a beau temps qu'ils ont abandonné toute ambition épistémologique un peu démesurée. Ils ne seront pas des scientifiques, ils le savent. Je veux dire, bon. Alors, est-ce à dire que, comme je l'ai entendu dans la bouche d'un hiérarque académique de la science économique il y a quelques années, est-ce à dire qu'on aurait le choix qu'entre, je cite, l'économie scientifique, comprendre l'économie formalisée, mathématique, etc., et deux, l'économie littéraire, entre guillemets. Et alors, il faut percevoir toute la charge à la fois de mépris et de complexe qu'enferment ces guillemets. Oui, c'est péjoratif et en même temps, ça n'est pas que cela. Je veux dire, dans la bouche d'un ancien taupin, je veux dire d'un ancien élève des classes préparatoires et des grandes écoles,
écoles, etc., ça charrie énormément de choses. Hein, ça a la référence à l'économie littéraire. Et dans la strate la plus superficielle, c'est-à-dire celle qui dissimule le complexe d'un défaut d'érudition, d'habitude des humanités, etc., dans la strate la plus superficielle, il y a le mépris. L'économie littéraire, donc comme l'économie scientifique, il faut comprendre mathématiques, l'économie littéraire, il faut comprendre baratin. Voilà. Bon. Et la difficulté est de faire entendre qu'entre l'économie qui se trompe et se ment à elle-même en se rêvant absolument scientifique, d'une part, et d'autre part, quelque chose qui serait de l'économie littéraire et baratineuse. Si notre hiérarque avait eu 2 mots de vocabulaire, il aurait dit un truc comme poétique, par exemple. Hein. Bon, entre la poésie et les mathématiques, il y a des intermédiaires pour faire science. Ouais. Et j'ai en tête une expression que j'avais beaucoup aimée d'un épistémologue qui s'appelle Alain Boyer, et qui avait parlé de l'appartenance au genre science des sciences sociales. Alors, quelle peut être la modalité de cette appartenance au genre science? C'est ça toute la question. Ma réponse, pour ce qui me concerne, c'est qu'elle passe par l'éminence des concepts. Ce qui fait qu'on n'est pas une science mathématisée, mais qu'on n'est pas non plus dans la poésie et le baratin sans aucun contrôle intellectuel, c'est qu'on a des concepts. Et voilà, on nous dit voilà. Et alors là, pour le coup, je vais faire un gosse dans le dos à Deleuze, mais il me le pardonnera parce que lui-même avait adoré ce genre de pratique. Donc, je suis bien certain qu'il m'en voudra pas. Vous savez, Deleuze, dans Qu'est-ce que la philosophie, distingue la philosophie qui procède par concept et la science qui procède par fonction, dit-il. Et alors, comme il est un peu filou, il ajoute mais ces choses-là sont d'une égale dignité. Moi, j'ai comme à l'idée que Deleuze a derrière la tête que le concept, c'est quand même mieux que les fonctions. Voilà, bon. Et moi, ce que je crois, c'est que pour gagner en rigueur intellectuelle, peut-être même en objectivité, contre l'antinomie deleuzienne, il faut que la science, en tout cas la science sociale, importe des concepts. Et il est vrai, cette fois-ci pour revenir à Deleuze lui-même et sans le trahir du tout, que dans le champ des savoirs, c'est bien la philosophie qui est la productrice en chef des concepts. Alors pourquoi aller piquer des concepts à Spinoza? Pourquoi lui? Ah, pourquoi lui? Alors, d'abord par trajectoire intellectuelle et maintien d'une certaine forme de cohérence dans le temps. C'est-à-dire que je suis économiste formé dans un département minoritaire de la minorité qui s'appelle l'école de la régulation. Et l'école de la régulation, qui a été lancée au milieu des années 70, en particulier par quelqu'un comme Robert Boyer, n'a jamais dissimulé ses inspirations intellectuelles qui étaient en gros Keynes, Schumpeter et Marx. Et la théorie de la régulation est une relecture originale du marxisme et en particulier une lecture critique du marxisme althusserien. Donc Marx est dans mon paysage intellectuel depuis le début. Oui. Bon, alors ça, lui, c'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus, hein, il est sur la couverture. Oui, hein. Bon, Marx alors, et Spinoza. Mais pourquoi Spinoza? Tout simplement parce que c'est la même tradition philosophique. C'est la grande tradition de ce qu'on appelle au choix l'hérésie ou le matérialisme. C'est-à-dire que le grand corpus central de la philosophie, il est idéaliste. C'est celui qui découle de Platon, qui passe par Descartes, Kant, etc. Et il y a une tradition minoritaire et hérétique qu'on appelle matérialiste. Alors il faut, pour les gens qui n'ont pas l'habitude du lexique philosophique, il faut bien faire comprendre que matérialiste, ça ne veut pas dire qui est pris par la passion des biens matériels et marchands. C'est pas du tout ça. Hein. Le matérialisme s'oppose à l'idéalisme en critiquant le primat des idées pures. Bon. Et Spinoza s'inscrit à un titre absolument éminent dans cette tradition hérétique. Donc les consonances, si vous voulez, la cohérence a priori entre Marx, analyste du capitalisme, et Spinoza, philosophe, cette cohérence est très grande. Elle est donnée a priori. C'est pas par hasard que Marx recopiait des pages entières de Spinoza dans ses cahiers, et que l'inspiration spinoziste se retrouve, mais plus souvent qu'à son tour, dans tous les textes de Marx. Sauf que là, vous citez Marx travaillant et s'inspirant de Spinoza, alors que dans votre ouvrage, ce que vous montrez, c'est que Spinoza permet presque de dépasser et de critiquer Marx. Oui. Il y a une espèce d'inversion temporelle, en fait, avec ce que Spinoza rappelle ou nous apprend sur l'empire des passions que nous subissons, ça permet de sortir du structuralisme des rapports sociaux de Marx et d'entrer dans l'anthropologie des passions qui permettent de dépasser
et peut-être de réinventer un nouveau marxisme. Alors c'est peut-être ça qu'il faut commencer à amener pour qu'on comprenne un peu, pour que nos abonnés comprennent qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin, pourquoi ça s'appelle Capitalisme, désir et servitude. De quel désir est-il question, de quelle servitude? C'est peut-être Spinoza qui peut nous faire rentrer dans ces passions-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'œuvre de Marx n'est pas absolument rectiligne, monotone, elle a ses brisures, ses bifurcations, etc. Un immense commentateur de l'œuvre de Marx, qui était Louis Althusser, a formalisé la discontinuité principale de l'œuvre de Marx en disant qu'il y avait le jeune Marx, celui des manuscrits de 1844, et que dans le jeune Marx, on trouve une anthropologie, c'est-à-dire une théorie de l'homme et de l'action humaine. Mais cette anthropologie était encore très empreinte d'humanisme, là aussi au sens théorique du terme, pas au sens ordinaire du terme, d'humanisme et de subjectivisme. Et Marx rompt avec ses écrits de jeunesse, disons en 1845 à partir de l'idéologie allemande, cette rupture étant confirmée avec l'écriture du Capital à la fin des années 1860, pour passer à ce que Althusser a nommé une science de l'histoire. Bon. Une science de l'histoire qui était structurale, c'est-à-dire qui s'intéressait essentiellement aux grandes structures sociales dont les individus n'étaient supposés qu'être les supports passifs en quelque sorte. Les agents effectuaient l'action des structures de manière quasiment passive. Alors, c'était un très grand progrès intellectuel et ce progrès a eu un coût. Il a eu un coût qui a résidé dans le fait qu'on a perdu de vue toute une série d'autres choses qui étaient celles de l'anthropologie originelle de Marx. Toute pécable qu'elle était par ailleurs. Pécable. Oui, elle était fautive. Elle péchait. Voilà. Et son péché était précisément ce péché humaniste et subjectiviste. Alors, l'adjonction spinoziste dans cette affaire est décisive précisément parce qu'elle permet de compléter le structuralisme des rapports de Marx par une anthropologie des passions, c'est-à-dire par une théorie de l'action humaine, et de ne pas perdre de vue qu'à l'intérieur d'un monde de structures, il y a des individus qui sont des puissances d'agir et qui s'activent. Et qui s'activent comment? Qui s'activent sous l'empire de leur passion. C'est-à-dire le désir et la crainte. Absolument. Grosso modo, ce qui nous fait marcher dans le système capitaliste, c'est essentiellement du désir et de la crainte, c'est complètement passionnel. Voilà. Alors les trois affects primitifs chez Spinoza sont le désir, la joie et la crainte. Et là, vous me donnez l'occasion de revenir sur la toute première question, c'est-à-dire pourquoi convoquer Spinoza en économie? Alors, qui pourrait se réénoncer, pourquoi convoquer une théorie des passions? Mais précisément parce que l'économie est un monde qui fourmille de passions. Or, la science économique dominante n'a jamais voulu saisir le comportement humain que sous la forme de l'action rationnelle, optimisatrice, maximisatrice, etc. Donc, c'était un monde totalement vide d'émotions, vide de passion, dans lequel ne régnait que le pur calcul rationnel. Or, il suffit de sortir dans la rue ou d'ouvrir un poste de télé pour voir que le capitalisme, non seulement est mu par les passions, mais est lui-même un univers entièrement passionnel. Et il faut s'attarder à des faits qui sont d'une banalité, d'une parfaite quotidienneté, mais qui donnent des arguments, à mon avis, très lourds en faveur de cette réintroduction des passions dans la théorie économique. Les engouements de la mode, par exemple. Qu'est-ce que c'est si c'est pas de la passion? Prenez une vue d'une salle de marché avec des traders hystéros. Qu'est-ce que c'est si c'est pas de la passion? Prenez la folie des grandeurs entrepreneuriales et ces espèces de grands combats d'OPA. Alors personnellement, je fais une petite parenthèse, c'est précisément par une histoire d'OPA, qui a été un combat de chiffonnier absolument ignoble et tout à fait haut en couleur, qui a eu lieu à la fin des années 90, entre trois grandes banques. Vous vous souvenez peut-être, la Société Générale, BNP Paribas. Bon, c'est devenu BNP Paribas. Il était question de centres dévorés. Ouais. Et il m'est apparu à cette occasion, parce que je cherchais quel était le principe moteur du comportement de ces institutions capitalistes et de leurs dirigeants. Il m'est apparu que ce n'était pas du tout la maximisation du profit, comme le disent tous les textes de la science économique et avant eux ceux de Max Weber, mais que l'émotion qui était à l'œuvre avait à voir avec des choses tout à fait différentes, comme ne pas se faire absorber, ne pas se faire dévorer, se maintenir dans la souveraineté, accroître les limites de son propre empire, etc., etc. Mais là, vous parlez des passions des puissants, et ce qui est très frappant quand on vous lit, c'est que vous parlez essentiellement des passions des travailleurs, la manière dont le salariat est embarqué dans la grande machine complètement, je n'ose pas dire aliéné, parce que le mot d'aliénation fait l'objet d'un débat tellement élaboré dans votre bouquin que on ne sait pas si on peut dire aliéné ou pas, il va falloir le redéfinir, mais en tout cas, les salariés font marcher le capitalisme sous l'empire de la crainte, au départ, crainte de mourir de faim, il faut bien gagner sa vie, mais aussi sous l'empire du désir de trouver dans le travail un certain nombre de joies
qu'on lui a appris à trouver dans le travail. Donc ce qui fait marcher le capitalisme, ce sont aussi les passions des travailleurs, la manière dont aujourd'hui, maintenant, on aime son travail, on se réalise dans son travail, on s'épanouit dans son travail. Ça, c'est quand même la grande nouveauté du paysage du travail depuis 20 ans, c'est que quand on croit pouvoir dénoncer des aliénations, regarder à Carglass comme ils se font complètement aliénés, eux ils disent pas du tout, c'est mon choix, j'aime ça, je m'épanouis, je me réalise et tout. Donc ce qui est vachement intéressant dans le bouquin, c'est la passion. Et passion, ça veut dire c'est patio, je subis, quoi. Hein. C'est qu'on est assujetti à nos passions du côté des travailleurs, pas seulement du côté des grands dirigeants dont vous décriviez tout à l'heure, à l'instant, les pulsions dévoratrices. Donc je pense que c'est quand même par ce biais-là qu'il faut rentrer dans votre texte et amener nos abonnés à comprendre quel est l'enjeu de votre texte. Quand même un texte qui me semble assez engagé. C'est un texte qui milite pour un dépassement du capitalisme. Vous diriez ça, vous, que votre texte relève d'un engagement politique? C'est tellement évident que je ne peux pas nier. Mais c'est une question qui est toujours très délicate. Vous savez, c'est la question de l'objectivité d'un effort scientifique. Il y a une trivialité qui est répétée à longueur de cours aux étudiants en sciences sociales qui porte le nom barbare de neutralité axiologique. Et on doit ça à donc axiologique, c'est le registre des valeurs. Hein. Voilà. La science doit être axiologiquement neutre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas prendre parti, elle ne doit pas projeter ses valeurs dans les objets qu'elle étudie et dans le discours qu'elle tient sur ces objets. Elle doit être neutre parce qu'elle doit dire l'objectivité en toute objectivité. Bon. Alors, il est évident qu'en matière de sciences sociales, ceci est une impossibilité totale. Je veux dire, une science sociale part toujours de quelques présupposés d'une vue extrêmement générale de la société, de l'homme et de l'homme dans la société qui ont d'emblée, immédiatement, un caractère politique. Alors après, si vous voulez, les sciences sociales se séparent en 3 catégories. Il y a celles qui ne le savent pas, et c'est les pires. Celles qui ne savent pas qu'on ne peut pas... Il y a celles qui ne savent pas, il y a celles qui ne savent pas qu'on ne peut pas être axiologiquement neutre et qui continuent de croire qu'elles sont objectives. J'aurais des discours accablants à citer, notamment de quelques économistes qui revendiquent d'être ni de droite ni de gauche, mais scientifiques et objectifs. C'est terrible. Impossible, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. La science économique standard, celle que pratiquent précisément ces économistes qui se veulent objectivement neutres, part de la vision du capitalisme comme ensemble de marché. C'est déjà un biais considérable, et qui traduit de fait une orientation politique et une prédisposition à tenir certains discours politiques. Donc il y a les discours de sciences sociales qui ne savent pas qu'ils sont axiologiquement tout sauf neutres. Et alors ceux-là, il faut vraiment les plaindre. Il y a ceux qui le savent et qui le cachent. Déjà, c'est un peu mieux. Et il y a ceux qui le savent et qui le disent. Alors évidemment, en général, le monde académique et le monde scientifique n'étant pas le monde habermasien où ne prévalent que les normes de la vérité et du meilleur argument, le savoir et le dire vous vaut en général quelques avanies et quelques déconvenues. Pour autant... Une forme d'éviction ou de mépris? On va le dire comme ça, tiens, par exemple. C'est exactement ça. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille tomber dans le pôle opposé d'une science ou d'un discours de sciences sociales, qui serait entièrement sous la télécommande d'options politiques. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le lysenkisme, c'est-à-dire le lysenkisme, c'est-à-dire cette déviation à laquelle Lysenko, le biologiste soviétique, a donné son nom, parce que il était en charge d'assurer que les biologistes soviétiques tenaient un discours qui était communistement correct, si vous voulez, qui était conforme. Voilà. Donc il pliait la science au service d'une forme de propagande. Donc il n'y a pas pire catastrophe. Le but, c'est de toujours trouver, c'est toujours la même chose, c'est d'occuper cet entre-deux, toujours difficile à situer, entre, d'une part, la science qui se croit pure de toute valeur et de tout engagement politique, et la science qui est entièrement subordonnée et déterminée par des engagements politiques. Là, vous avez évoqué à l'instant, en incise, la question de votre éviction, du mépris dont vous pouvez faire l'objet, peut-être de la part d'une communauté scientifique se prétendant neutre, axiologiquement. J'aimerais bien savoir, pour qui vous écrivez un texte comme ça ? C'est une sacrée question. Et pour tout vous dire, c'est la question qui m'a fait drôlement hésiter avant de dire oui à votre proposition. Proposition d'émission. Ouais. Voilà, il n'y a pas un public, je veux dire, il y a des publics. Et il faut que je dise un mot un peu plus personnellement. C'est que j'ai plusieurs vies de chercheur, enfin j'en ai 2, quoi. Bon. Il se trouve que j'ai le privilège d'apparaître dans l'espace public, on me donne la parole, ici et dans d'autres endroits,
Et quand on me la donne, je la prends pour intervenir sur des questions qui sont essentiellement liées à la crise financière, à ses conséquences, etc. Tout à fait. Bon. Ici, on vous a reçu jusqu'à présent dans ce type de paroles, de sollicitations. Exactement. Et dans cette affaire, le but de la manœuvre, tel qu'il est posé d'emblée, c'est de m'adresser à un public plus large que le public universitaire, et je tâche, dans la mesure de mes moyens, qui n'est pas très grande, parce que j'ai toujours un peu de mal à faire ça, mais je tâche de tenir un discours mis en forme pour atteindre un public un petit peu plus large. Mais du coup, ces apparitions dans l'espace public donnent une vue tout à fait incomplète et même complètement distordue de la réalité de mon activité intellectuelle. Car le centre de mes intérêts intellectuels, ce sont mes travaux de recherche. Bon. Et ceci est un ouvrage de recherche. Ouais. C'est justement ça le problème. C'est un ouvrage universitaire d'une certaine manière et qui s'adresse aux universitaires, c'est-à-dire à des gens qui ont déjà des acquis théoriques, conceptuels, qui leur permettent d'entrer assez facilement dans le livre, dont, sinon, je veux bien croire que la lecture est difficile. Et toute ma difficulté, si vous voulez, c'était ça. C'était comment venir parler ici à un certain public, qui est le vôtre, d'un ouvrage qui ne lui a pas été primitivement destiné. Et c'est très difficile parce que, à envoyer les gens dans des lectures qui n'ont pas d'abord été faites pour eux, on peut occasionner tout un tas de malentendus, de déceptions, etc. Je ne vais pas parler aujourd'hui de comment on règle la crise des dettes souveraines, machin, etc. C'est pas de ça. Il y aura pas des solutions, etc. Donc peut-être les attentes. Vous avez parlé de gens qui attendent peut-être cette émission. Ces attentes peut-être seront déçues, quoi. Solutions, il y en a quand même, hein, parce que c'est un livre qui va jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire la question du dépassement du capitalisme et comment faire après, comment faire autrement et tout. Donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. Mais je veux bien entendre que l'itinéraire pour y arriver est un peu semé d'embûches. Alors pour vous dire la vérité, l'impression que ça donne quand on commence la lecture du livre, qui est particulièrement épineux au départ, c'est qu'on est balancé dans la flotte et qu'on ne sait pas nager, et donc c'est vrai qu'on coule, on boit la tasse, on comprend rien, c'est difficile. Mais la jouissance qu'on tire de poursuivre la lecture et de rentrer dans la langue et les concepts, c'est exactement la jouissance d'apprendre à nager et d'aller de plus en plus vite et loin. Et à la fin du bouquin, on sait nager, on est allé loin en brasse et on se souvient avec une espèce de sourire attendri de ses débuts dans les premières pages où on buvait la tasse pratiquement toutes les 3 lignes. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire à nos abonnés qui sont tentés de lire ça, c'est que oui, il y a une espèce de dissuasion première, il y a un côté épineux, presque oursin au début. C'est-à-dire que parfois, je me demande même si vous chargez pas un peu la barque du côté de la démonstration de la puissance intellectuelle. Parce que, par exemple, vous mettez dans votre prose des latinismes un peu partout, là où il existe des expressions françaises qui pourraient s'y substituer tout à fait facilement. Hein. Vous dites licencié ad nutum. Ad nutum, moi mes souvenirs du latin sont un peu loin, ça veut dire quoi, ad nutum? Un mouvement de tête. Sur un coup de tête. Sur un mouvement de tête. Les situations qui lui sont prima facie le plus défavorable, prima facie à première vue. Oui. Voilà. Bon, à première vue, en français, ça marche assez bien, on comprend assez bien. C'est pas faux. Voilà. Les rapports d'instrumentation, vous rajoutez reductio ad utensilium. Donc on devine que c'est la traduction latine, enfin que c'est la source latine de rapport d'instrumentation. Et donc, il y a quelque chose comme ça, d'une espèce de déploiement de posture savante. Aller chercher Spinoza, je comprends, parce que ce que Spinoza nous amène, moi je n'étais pas spinoziste du tout, c'est énorme sur la question de la grande servitude passionnelle, la manière dont on est, notre puissance d'agir affectée, puissance d'affecter, tout, c'est génial, c'est un outil conceptuel indispensable. Mais aller mettre des latinismes partout, des tournures terriblement complexes, vous réécrivez l'analyse économique, avec les concepts spinoziens. Donc, vous vous servez chez Spinoza de ce qu'il appelle le conatus, on dit conatus, c'est-à-dire la puissance d'agir, c'est à la fois le désir et le passage à l'acte du désir, hein, cet élan de faire. Donc, vous allez lui piquer son conatus et vous montrer que c'est vraiment une espèce de dominante universelle. Et après, vous allez expliquer comment marche, par exemple, entre les entreprises, les rapports de sous-traitance. Entre une entreprise et des petites entreprises tout autour. Donc le rapport de sous-traitance mis sous tension concurrentielle jette les organisations les unes contre les autres avec une violence qui est le reflet des enjeux vitaux que revêtent pour elles la conservation de leurs grands contrats. Dans une illustration presque canonique du conatus comme effort de persévérance dans l'être, les organisations ici luttent pour ne pas disparaître. C'est dire l'intensité qu'elles peuvent y mettre, l'hypostase de l'organisation,
elle, renvoyant en fait en premier lieu au conatus des dirigeants. Alors déjà, on avait le conatus, on a mis du temps à s'emparer de la notion. En plus, vous nous collez de l'hypostase dans la tête. Alors l'hypostase, c'est du jargon grammatical. On se dit, mais pour qui sont ces épines? Oui. Pour qui toute cette démonstration? Des fois, il y a un côté, le pan déploie la plume, les plumes comme ça, de tous ses talents, tout ce qu'il sait faire, de très, très, très scientifique. Il n'y a pas un truc un peu par rapport à cette communauté universitaire scientifique dont vous craignez toujours qu'elle vous évince? D'abord, la communauté... non, c'est pas ça, parce que la communauté universitaire n'est pas tout d'un bloc. Bon, d'abord, elle est fractionnée en disciplines, et les disciplines elles-mêmes sont fractionnées. Donc moi, disons que je suis en termes passablement refroidi avec la communauté des économistes, et encore pas tous. Mais j'ai toute une série de communautés de substitution chez les sociologues, chez les philosophes, etc., etc. Alors maintenant... Oui, mais qui sont perçus comme de la sous-science par les économistes, ah oui, mais ça, auxquels vous pourriez vouloir. Bien sûr, mais ça c'est un problème qu'on va laisser aux économistes. Et moi j'ai abandonné le désir de me faire aimer de mes chers collègues économistes. Vous avez renoncé. Ah mais et puis ça fait très longtemps et je ne m'en porte que mieux. Hein. Ça a été une grande libération. Donc là, vous parlez aux philosophes. Avec ce livre-là, vous voulez parler? Alors. Voilà, c'est ça. Moi, j'aurais plusieurs choses à répondre à ce que vous avez dit. La première, c'est que vous avez sans doute raison pour partie, c'est-à-dire l'habitus universitaire reprend le dessus. Et alors les universitaires parlent aux universitaires et ils se parlent entre eux comme à des universitaires. Et donc ça revient, mais c'est une espèce de seconde nature, et ça revient sans même qu'on y fasse attention. Donc par exemple, ad nutum, pour moi, c'est un... Je veux dire, c'est l'évidence. Non, mais oui, c'est la langue courante. C'est ma langue courante de l'écrit, et c'est une petite fioriture qui vient par là-dessus. Elle est inutile, mais j'ai même pas l'impression de faire une fioriture. Donc, si vous voulez, Bourdieu a été un immense sociologue des mœurs universitaires, et je tomberais très aisément sous le coup de la sociologie bourdieusienne en cette matière. Alors justement, puisque vous en parlez, je fais une incise. Le problème de ce type d'écriture, c'est qu'il vous situe du côté des dominants. C'est une langue de dominant pour dominant. Or, c'est un ouvrage qui dénonce les rapports de domination. Absolument. Et qui devrait s'adresser aux dominés. Non, justement, non. C'est ça, et c'est toute la difficulté de ce travail. C'est-à-dire que, avant de s'adresser à un public étendu, il faut d'abord avoir fait soi-même l'effort de penser jusqu'où on pouvait penser. Et ça n'est que par après que ce discours-là peut se mettre dans des formes qui peuvent lui donner une audience plus étendue, etc. Et moi, c'est bien ça, c'est bien pour ça que je disais que j'ai deux vies de chercheur, ou deux vies intellectuelles. J'ai la vie d'intervention qui est constitutionnellement destinée à ce public étendu, et j'ai ma vie de chercheur où je pousse la machine à fond. C'est-à-dire pour essayer de faire le petit progrès marginal. Et c'est à ça que ça sert de s'adresser à des universitaires en termes universitaires, c'est qu'on peut mobiliser tout un vocabulaire qui est en effet repoussant pour le non-initié. Je suis tout à fait prêt à l'admettre, mais qui fonctionne comme autant de sténographies conceptuelles qui permettent de gagner du temps, parce qu'on est dans l'entre-soi, et on se parle entre nous, avec des mots qu'on connaît tous déjà, et qui vont nous permettre de rejoindre aussi vite que possible ce que les économistes appellent la frontière technique, et de faire la petite avancée. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler d'un livre comme ça à un public étendu. Et il faut bien voir la chose... J'ai quand même prévu plein de trucs, on va en parler vraiment. Mais attendez, il faut dire un mot, c'est très important sur cette question de la démocratisation du savoir, etc. Il faut bien comprendre que l'activité de la recherche ou les communautés de chercheurs sont des communautés constitutivement autoréférentielles. Elles sont par essence fermées sur elles-mêmes. Et il ne faut pas dire que c'est un mal, ça n'est pas vrai, c'est un bien. Mais si, il faut être d'abord fermé sur soi pour pouvoir aller au maximum de la pensée, pour pouvoir après, évidemment, et de manière impérative, s'ouvrir et transmettre les résultats des Donc là, c'est le laboratoire. Là, on est dans la jeunesse conceptuelle, on est dans le laboratoire. On est dans le laboratoire. Je voudrais vous rappeler tout de même, juste deux choses, vous allez voir, très différentes en genre. Cette fermeture de la communauté savante sur elle-même, c'est Platon qui en a donné la maxime princeps en faisant inscrire sur les murs de l'Académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre.
Voilà. Et donc les géomètres parlent aux géomètres, et c'est exact. Et c'est une vérité pénible à dire. Et elle est pénible à entendre. Mais je l'affirme absolument. Et moi, je m'y rattache. Il faut qu'ils puissent se parler entre eux d'abord. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu qu'il y a un mathématicien français qui s'appelle Arnaud Villani, il a eu la médaille Fields. C'est l'équivalent du prix Nobel des mathématiques. Ouais. Si Arnaud Villani passait son temps à faire la tournée des lycées ou des cafés philo pour raconter les mathématiques au plus grand nombre, je peux vous dire que sa pensée mathématique ne serait pas où elle en est. Et si la pensée mathématique d'Arnaud Villani en est là où elle en est, c'est parce qu'il passe le plus clair de son temps à parler à ses seuls collègues mathématiciens, parce que c'est le seul moyen de faire avancer les mathématiques. Ouais. Et j'entends très bien qu'il y a quelque chose il y a une exclusion principielle dans ce fonctionnement des communautés savantes. Ouais. Alors, donc vous décrivez un parcours en 2 temps. Mais je préfère le dire explicitement plutôt que de tortiller, de me dissimuler derrière mon petit doigt. En même temps, oui et non, parce que donc, si je comprends bien, ça c'était le laboratoire, c'est la genèse conceptuelle, et puis dans un second temps peut venir une forme avec un travail de vulgarisation et tout, sauf que moi, qui ne suis ni philosophe ni économiste, je suis rentrée par effraction dans ce laboratoire, un peu trompée peut-être par le fait que ça sort à la Fabrique, et la Fabrique c'est une maison avec laquelle le lectorat tisse des rapports de fidélité et de confiance réciproque. C'est une maison qui est très singulière et qui est très engagée dans des positions assez radicales. Oui. Et par ici, à Arrêt-sur-Image, on a l'habitude de fréquenter cette maison d'édition et de considérer que c'est des textes pour nous. Je veux dire, la Fabrique, c'est la maison qui a sorti le Comité Invisible. Je recevais quelqu'un sur un texte de Victor Hugo. Enfin, c'est des textes pour tous. Et donc là, avec ce texte-là à la Fabrique, on se dit ça, c'est à manger pour moi, miam. Et en fait, je découvre maintenant que, en fait, non, ce texte fait un peu exception. C'était le laboratoire, c'était un truc entre chercheurs. Et moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis rentrée par effraction. Au début, j'ai rien compris de comment vous manipuliez vos fioles, vos tubes à essai et tout. J'ai regardé faire, et à un moment, je trouve ça fascinant, et je me dis, mais c'est passionnant ces expériences. Je veux voir ça. Maintenant, j'ai compris. Ça m'aide à comprendre plein de trucs. Mais alors, il suffisait de si peu finalement pour que, c'était pas la peine de mettre un panneau interdit d'entrée en fait, et tous ces latinismes et tout. C'est-à-dire que ce texte-là, en réalité, il est accessible à peu de frais. Une simplification, par exemple les latinismes qui sont un peu superflus. Mais pas sur le plan conceptuel, pas virer les concepts, bien sûr c'est la matière première, mais quelque chose dans des tournures plus simples qui vous permettrait de vous adresser à la fois aux universitaires et à nous tous qui sommes gourmands de lecture qui nous éclairent sur le monde, parce que quand même, c'est un texte engagé, c'est indiscutable, et quand on s'engage, on a le souci de persuader le plus grand nombre, et la persuasion, elle opère. Vous avez dans votre texte des formules très efficaces, vous osez des formules. Bon, déjà, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Quand vous parlez du capitalisme, vous décrivez le capitalisme comme un totalitarisme. Il n'y a pas de mystère. Le capitalisme, c'est une forme de totalitarisme, puisque c'est une entreprise de subordination des âmes qui va chercher l'individu jusqu'au très fond de son intériorité. Dire ça, que le capitalisme est un totalitarisme, c'est une formule choc, qui a un impact fort, qui va prendre le lecteur à la tête. Ça peut parler à tous. Alors, j'ai le sentiment, au fond, que c'est déjà pratiquement prêt pour être un texte militant. Et l'édition à la Maison de la Fabrique signale ça. C'est déjà du militantisme à spectre large. Alors, et là, vous vous en défendez. Alors d'abord, c'est trop tôt. Je pense que c'est pas tout à fait vrai de la Fabrique, qui a une ligne plus composite que vous ne croyez. C'est-à-dire effectivement, il y a des ouvrages qui s'adressent à un très large public. Il y a des best-sellers façon Comité Invisible, etc. Vous trouvez aussi des ouvrages d'Alain Badiou, de Jacques Rancière, dont je vous garantis qu'ils sont pas spécialement faciles à lire. Qui sont des ouvrages très conceptuels, d'un effort de pensée, là encore poussé jusque dans ses dernières limites, et qui offrent des difficultés conceptuelles et des difficultés de lecture considérables, etc. Donc, bon, mais la question de la Fabrique n'est pas la plus importante. Je voudrais réaffirmer ceci, qu'il y a des ouvrages, on peut concevoir des ouvrages de recherche qui effectivement soient politiquement engagés et
qui, bien qu'étant politiquement engagé, offre toutes les difficultés de lecture et de compréhension d'ouvrages de recherche. Je ne voudrais pas avoir l'air si vous voulez, d'importer par contiguïté un prestige auquel je n'ai pas droit et de me mettre à l'abri de grandes figures tutélaires. Mais il me semble que les ouvrages de sociologie de Pierre Bourdieu, par exemple, étaient vraiment la réalisation la plus accomplie d'ouvrages académico-académiques, mais vraiment au plus haut point, si vous voulez, et qui pourtant étaient porteurs d'une vision du monde, d'une vision de la société, au principe d'un engagement politique. Voilà. Bon, donc il y a la division du travail. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour penser, il y a un temps pour diffuser. Et il ne faut pas en faire la confusion parce que sinon, je vais le dire de manière méchante, mais on devient BHL ou Alaminck. C'est-à-dire qu'on ne pense plus. Suprême. Ben oui, non mais si vous voulez aller directement à la case diffusion sans passer par la case pensée et la case travail, alors forcément, ça n'ira pas. Et il faut ajouter à ça que penser, vous savez, il y a un mot de Foucault qui est magnifique, penser, c'est travailler, c'est entreprendre de penser autre chose que ce qu'on pensait avant. C'est-à-dire de renverser ses manières de penser, etc. Donc ça passe toujours par un effort un peu douloureux et un peu compliqué. Bon, pour ma part, je vais vous en faire l'aveu très franchement. Je pense que je viens de me constituer une masse critique de compréhension de la philosophie de Spinoza qui me rend capable d'en faire par exemple un séminaire universitaire à l'école des hautes études ou ailleurs. Je ne suis pas sûr que j'ai encore atteint le degré de maîtrise, parce que vous avez bien compris, la vulgarisation n'est pas du tout... Mais ça, attendez, la vulgarisation suppose la plus haute maîtrise de ce qu'on vulgarise. J'aime pas d'ailleurs le thème vulgarisé, mais enfin bon, mettons, pour faire simple, je suis pas sûr d'en être encore là. Et c'était bien ça le risque de l'entretien d'aujourd'hui. C'était bien ça précisément. Et comme si les choses n'étaient pas assez compliquées, en effet, vous l'avez dit, bien qu'étant académique ou universitaire, j'aime pas le dire académique, bien qu'étant conceptuel, bien que mettant plein de barrières à l'entrée, élevant des droits d'entrée très élevés, coûteux même, j'en conviens tout à fait, bien que faisant tout ça, cet ouvrage, je le crois aussi, peut parler à des gens qui ne sont pas des universitaires parce que ça leur parle de situations qu'ils connaissent. Absolument. Voilà, c'est ça le truc. Autant, si vous voulez, mon ouvrage précédent de sciences sociales spinozistes parlait du don contre don et des formes de l'intérêt entre le discours des bienfaits de Sénèque et l'Antidora au XVIe siècle. Bon, là, pour le coup, vraiment, c'était désespéré, quoi. C'est une cause perdue, mon affaire. Mais là, effectivement, il s'agit de faire marcher, et c'est aussi ça, vraiment, le sens même de mon programme. Faire marcher ces concepts tirés d'une philosophie improbable du XVIIe siècle sur les objets les plus contemporains. Et donc oui, j'ai commencé par les OPA, et puis je me suis servi de Spinoza avec André Orléans pour penser la monnaie, ce que c'est que la monnaie. Et maintenant, parce que c'est une envie que j'avais depuis longtemps, c'est pour penser le travail et ce que c'est que le rapport salarial. Et en effet, pour faire sens, conceptuellement parlant, de cette chose que je pense on peut appeler le totalitarisme ou le caractère totalitaire du capitalisme. Alors évidemment, moyennant certaines redéfinitions, certaines explications, certaines reconceptualisations, etc. Et oui, alors c'est ça finalement, c'est dans cette matière-là qu'il s'agit d'entrer. Et ça marche, et même cette manière d'aller chercher des outils extrêmement savants, ça débouche parfois par quelque chose de pratiquement poétique. Ça devient bizarrement poétique. Notamment, il y a tout un passage assez fascinant qui relève carrément de la représentation trigonométrique. Je ne sais pas si vous allez voir là. Représentation trigonométrique de nos désirs. Voilà. De nos désirs dans le monde de l'entreprise. Donc là, vous voyez, vous avez une espèce d'angle. Là, cet angle-là, c'est l'angle alpha, selon Frédéric Lordon. Alors, pour comprendre ce que c'est l'angle alpha, dont on peut penser d'abord que c'est un truc qui nous concerne absolument pas, en fait, l'angle alpha, on le vit tous, et c'est un truc très fort dans nos vies. J'adore ce concept. L'angle alpha, c'est cette espèce d'écart qu'il y a entre le désir maître, c'est le désir de l'entrepreneur, du patron, qui, lançant son entreprise, vise un objectif. Il a mis sa puissance d'agir au service d'un objectif et il a enrôlé des puissances d'agir, tous les salariés, il a enrôlé des désirs d'agir qui doivent tous travailler dans le sens du désir maître. Sauf que nous, les individus, les travailleurs, évidemment, on a nos désirs, nos conatus à nous qui peuvent travailler dans un autre sens. Et donc, il y a forcément un écart entre le désir maître qui pousse, qui veut emmener tous les désirs dans sa direction, et le désir de chacun. Ça va, je résume pas trop mal à peu près. C'est parfait. Alors donc, l'angle alpha, c'est ce truc-là, c'est cet écart
entre moi et le désir de mon patron. Alors après, ça dépend de la boîte dans laquelle on bosse, et évidemment du rapport hiérarchique et du degré de relative démocratie qui peut régner dans une entreprise. Il y a des entreprises où je pense qu'on est extrêmement aliéné, enfin contraint par le désir maître, d'autres où on l'est moins. Et donc vous parlez de cet angle alpha comme quelque chose que le néolibéralisme veut réduire à zéro. Le projet du libéralisme, c'est de faire en sorte que nos désirs les plus profonds, les plus intimes, rejoignent totalement le désir maître, néolibéralisme, et qu'on s'identifie, qu'on épouse, au sens quasiment littéral, qu'on épouse le désir maître, tandis qu'on fait tous l'expérience donc d'une forme de réticence, de dissidence, et donc vous expliquez qu'au fond la dissidence, c'est le désir orthogonal, c'est de maintenir un écart, et même on peut imaginer une ouverture et une remise à plat. Il n'y a plus d'angle alpha quand le désir individuel. C'est la lutte ouverte, là. Voilà, c'est la lutte ouverte. Alors, j'adore cette représentation. Parce qu'au départ, donc, c'est une langue trigonométrique totalement imbitable, il faut dire ce qui est. Quand on arrive sur ce moment-là, un vecteur V est défini par une direction dans l'espace et une intensité qu'on note V flèche, qui est un nombre réel positif. L'enrôlement d'un conatus pour l'autre peut alors être analogiquement envisagé comme le produit scalaire de leurs deux vecteurs associés, soit D, petit d, grand D avec D, le désir maître, et petit d, le conatus enrôlé. Le produit scalaire de deux vecteurs est le produit de leurs intensités fois le cosinus de l'angle alpha qu'ils forment l'un avec l'autre. Alors là, c'est le moment donc où on coule. Et à un moment, je ne sais pas comment ça se passe, on comprend. Et on dit, ah, c'est le truc que je sens là, l'angle alpha. C'est ce qui en moi résiste, c'est ma dissidence, et qui fait que je dis non, non, moi je veux continuer à avoir le temps de faire du théâtre, c'est ça qui m'intéresse, et que je veux pas donner tout mon temps à mon employeur, quel qu'il soit. Tout à coup, je comprends que l'angle alpha, c'est mon vécu. C'est mon quotidien, et que travailler à l'ouvrir davantage, c'est une forme de résistance, de dissidence qui peut mettre en péril, en effet, le modèle capitaliste. Si tout le monde ouvrait son angle alpha au maximum, je sais pas, ce serait ça la révolution, ce serait. Et trigonométriquement parlant, c'est exactement ça. C'est ça. C'est la révolution, c'est ce que j'appelle le devenir orthogonal, c'est-à-dire c'est le devenir perpendiculaire. Ouais. On devient, alors là, c'est le désalignement avec le désir maître. Oui. Alors le problème, c'est que vous soulignez dans votre ouvrage que tout ça, c'est une question, c'est conditionné par l'imaginaire collectif, quoi. Ce qui fait qu'on va tous épouser le désir maître, c'est qu'il y a un imaginaire dominant, en fait un double imaginaire, l'imaginaire du comblement et l'imaginaire de l'impuissance. L'imaginaire du comblement, c'est qu'en gros, on a tous l'impression qu'on est très content comme ça, que ce système va bien. Et puis l'imaginaire de l'impuissance, c'est que de toute façon, on peut pas faire autrement. Et donc, pour que les individus reprennent conscience de l'angle alpha, de la légitimité de cet écart, il faudrait élaborer pratiquement un autre imaginaire, nous réapprendre à désirer ce que nous désirons vraiment. Et j'ai l'impression que sur cette question-là, comment on façonne un imaginaire collectif, on ne sait plus très bien comment s'y prendre. Votre livre s'arrête un peu là, enfin en disant, voilà, il faut refonder un imaginaire, mais comment qu'on fait? Il s'arrête par incapacité à le penser, et d'ailleurs, je crois que même s'il en était capable, il faudrait qu'il se censure malgré tout, parce que l'ingénierie, le constructivisme du désir ou de l'imaginaire est un truc qui mène qui mène au pire. Bah quoi. oui. C'est-à-dire, on ne refait pas de manière délibérée, on ne fabrique pas de manière délibérée des imaginaires collectifs. L'imaginaire collectif se fabrique tout seul. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'à l'intérieur de la société, il n'y ait pas des groupes d'intérêt qui, eux, pèsent pour infléchir l'imaginaire collectif dans un sens qui soit adéquat à la poursuite de leurs propres intérêts et de leurs propres désirs à eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette affaire? Bien, tout ce qu'on peut faire, c'est contribuer à émettre des idées, à émettre des petites idées qui permettent aux gens de commencer à penser qu'il peut en aller différemment, etc. Et donc, c'est par le cumul de ces micro-contributions complètement éparpillées que ça se refait. C'est-à-dire, comment ça se passe, par exemple, la reconfiguration de l'imaginaire qui détruit l'imaginaire féodal et qui fait surgir un imaginaire des individus libres et égaux. Ouais. C'est une affaire qui prend des siècles, qui commence par des travaux obscurs de philosophes, ça se répand, ça se diffuse par vulgarisation, après que ça a été élaboré conceptuellement, etc. Exactement, ouais. Etc., etc. D'ailleurs, c'est quand on fait la généalogie de ces choses-là, effectivement, il faut remonter à des auteurs obscurs qui ont travaillé seuls dans leur coin, etc. Et c'était un petit germe de quelque chose qui après est allé en s'amplifiant. Bon, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est un processus d'ensemble dont nul n'a le contrôle, et c'est tant mieux, parce que à partir du moment où il commence à y avoir des contrôleurs de l'imaginaire collectif, fuyez, là, c'est vraiment catastrophique. C'est la catastrophique. Et c'est bien la raison pour laquelle je dis que le capitalisme a un caractère totalitaire, puisque lui a cette intention-là.
Lui a l'intention de remodeler de l'intérieur nos imaginaires, nos désirs et nos affects. C'est-à-dire, pour reprendre très cursivement la métaphore des vecteurs, c'est-à-dire la métaphore de l'alignement, il a pour projet de nous faire sentir d'une manière telle que nos désirs deviennent absolument conformes aux siens, aux désirs du capital. Et c'est ça que cherche le patron. Le patron est quelqu'un qui a un certain objet de désir, qui poursuit un certain objet de désir. En fait, ce que j'ai voulu faire dans ce livre est en revenir à la formulation la plus simple et la plus épurée de ce qui m'apparaît être le problème fondamental non seulement du capitalisme, mais de toute action concertée. Quelqu'un a envie de faire quelque chose qui nécessite d'être plusieurs. On ne peut pas aller plus à l'os, à mon avis. Comment fait-il pour faire venir ces autres? Comment fait-il pour impliquer des puissances tierces dans la réalisation de son propre désir? Et vous voyez bien que ça passe outre les limites du simple problème capitaliste. C'est-à-dire, un croisé. Le croisé veut la croisade. Je veux dire, Alexandre veut l'empire. Ben oui, mais la croisade et l'empire, ça se fait pas tout seul. Il faut du monde avec. Ouais. Comment on fait venir le monde? Alors, faire venir le monde, faire venir les puissances tierces, pour les faire entrer dans la réalisation de son propre désir à soi, c'est ça que j'appelle le rapport d'enrôlement. Et le rapport salarial est la déclinaison contemporaine, capitaliste, d'un rapport d'enrôlement qui est en fait bien plus général et qu'on pourrait retrouver à l'œuvre dans des sphères d'activité qui n'ont rien de capitaliste ou qui ne sont pas dirigées vers le profit. Oui, sauf que là, il y a la centralité de l'argent quand même. Justement, dans le rapport salarial, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve enrôlé quand même? Le principe de base, le désir basal, comme vous dites, c'est la question du fric. C'est qu'on ne peut pas vivre autrement